Bonjour, voici un extrait du dernier roman de David Diez, La vérité déformée. Prologue. Un départ en forme de fin. L'onde fraîche éveille toutes mes terminaisons nerveuses. Le froid me brûle. Tison, chauffé à blanc, mais je m'y glisse comme dans une couette douce et libératrice. Je me sens bien. Ma résistance, lutte réflexe, ne dure qu'un instant et mes muscles abdiquent, ouvrant mes voies respiratoires à l'eau, envahissant mon organisme comme une rivière en furie, inondant les galeries d'une ancienne mine. L'air qui me faisait flotter naturellement est remplacé par l'eau qui m'entraîne dans le fond. La vie commence dans un bien-être lié au liquide amniotique. Ma fin ne le sera dans celui plus froid d'un lac. Je souris. Oh, monsieur! Une sonorité agréable perce le brouillard qui recouvrait ma conscience. Serait-ce la voix d'un ange? Non. Beaucoup trop rapide pour une arrivée au paradis. Surtout pour un suicidé. Même dans ce moment, je trouve le moyen de rire. Un bruit de plongeon. Des bras qui me tractent. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Et merde. Je tente une ouverture de paupières et ma vision se brouille. L'obscurité ambiante, combinée au voile qui obscurcit mes pupilles, ne me permet pas de discerner grand-chose. Un visage apparaît au moment où mon cerveau abdique et coupe le courant. Une beauté qui arrive trop tard. Dommage. Je ne sombre pas au fond de cette étendue d'eau, mais dans les tréfonds de mon âme. Je disparais. Je me camoufle. Je me pelotonne en mon sein. Je m'enterre. Je m'oublie. Elle le trouvait plutôt bel homme. Pourquoi mettre fin à ses jours? Quel événement l'avait touché au point d'en arriver à cette extrémité? Son corps reposait là, allongé sur la civière, un masque respiratoire sur le visage et une perfusion dans la veine du coude. Elle lui avait demandé son nom, et il avait murmuré, certainement déjà sur le chemin des comateux, Peter Pan. Le pompier lui intima de descendre. Il était sorti d'affaire, mais il devait l'emmener à l'hôpital en espérant qu'il s'éveille rapidement. Elle fit un petit signe, prit le temps d'un doux baiser sur la joue du bel inconnu, et susurra à son oreille. Profite bien du pays imaginaire et retrouve vite le chemin du retour. Madame, vous êtes? Bonjour, monsieur. On vous a apporté un homme qui a tenté de se suicider dans la soirée. C'est moi qui l'ai sorti de l'eau. Pourrais-je savoir comment il va? Le médecin l'observa des pieds à la tête avant de lui répondre. Il aurait pu refuser. Après tout, elle n'était pas de la famille du patient, mais après son acte de bravoure, elle méritait bien une explication. Il se trouve en coma profond, mais tous ses signes vitaux sont bons. Son cerveau est endommagé qu'il ne se réveille pas? Non, c'est inexplicable, car son EEG est parfait. Il devrait s'éveiller, mais j'ai eu l'impression que son état psychologique est tel qu'il refuse le retour à la réalité. Ne vous inquiétez pas, il reviendra bientôt dans le monde des vivants. Le médecin s'éloigna, laissant cette belle plante au chevet de son patient. Celle-ci s'empara de la main du malade et lui murmura à l'oreille. Repose-toi bien, beau Peter Pan. Profite de ton coma. Première partie. Une île. Une île entre le ciel et l'eau. Une île sans homme dit bateau. Inculte, un peu comme une insulte. Sauvage, sans espoir de voyage. Une île, entre le ciel et l'eau. Une île, Serge Lama. Chapitre 1. Une île. Un miroir. J'ouvre les yeux et voilà ce que je vois. Je ne m'éveille pas, non. J'ouvre juste les yeux et je suis ici, sans savoir ni pourquoi, ni comment, ni quel est cet endroit, ni qui je suis. J'ouvre les yeux et je vois ce miroir, qui flotte à 30 centimètres du sol, sur un lit de sable fin. Si je suis mort, mon paradis est tout de même étrange, et si c'est mon enfer, ben pareil. Profite de ton coma. Cette phrase flotte dans l'air, puis le silence revient. Je ne suis donc pas mort. Bonne nouvelle. Je réfléchis un instant et comprends que je me trouve en un lieu créé de toutes pièces par mon imagination. Merci à elle.
Je me décide à bouger et me lève facilement. Si ma mémoire est défectueuse, mes muscles, eux, fonctionnent à merveille. Je fais un tour sur moi-même. Un océan magnifique, bordant la plage, me fait face. Dans un réflexe issu des pires films d'horreur, j'appelle. Eh oh! Y a quelqu'un ici? Je m'y attendais. Nulle réponse ne vient combler le silence. Ma voix résonne sur un monde mort, comme dans un entrepôt vide. Un sentiment de solitude immense m'envahit, suivi d'une impression intense. Cette île est différente des autres, et je m'y trouve seule. Une fois dit cela, je ne suis pas plus avancée. Je me rends compte que les vagues caressent mes pieds sans m'apporter de sensation. M'accroupissant, je trempe ma main, porte mon doigt à ma bouche. L'eau devrait être chaude et salée, bordel, pas fade comme un plat de cantine scolaire. Comme si un déclic avait eu lieu dans ma cervelle, une douce chaleur m'envahit et escalade ma personne jusqu'à réchauffer la moindre parcelle de mon corps. Mon doigt retourne dans ma bouche et salé, c'est dégoûtant, mais rassurant. L'horizon qui me fait face est incomplet, comme une toile de maître inachevée. J'analyse ce que je vois, puis comprends le malaise. Il n'y a pas de ciel. Je lève la tête, partout ce gris de papier carton. Ce qui a marché une fois le fera bien une seconde. Je m'adresse au ciel, ou plutôt au non-ciel pour être exact. Oh, c'est encore moi. Il me faut du bleu là-haut. Quelques nuages cotonneux blancs et un soleil brillant sans être éblouissant, s'il vous plaît. Bref, un ciel normal, quoi. Après tout, quitte à diriger cet endroit, autant y être bien. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mon île ressemble enfin à ce qu'elle devrait être, un paradis. Reprenant mon questionnement du départ, je comprends que je suis coincée dans mon inconscient. Comment en sortir? Bonne question, mais inutile pour le moment. Je dois bouger sous peine de faire apparaître des sables mouvants et faire partie intégrante de cette plage. Une volte-face plus tard, je regarde à nouveau le miroir. L'un de ceux à taille humaine, de forme ovale, sur un axe permettant de le faire tourner, comme une hélice. Comme pour me montrer qu'elle existe encore, ma mémoire me rappelle cette scène magnifique d'Indiana Jones, où le pauvre se prend le même type de miroir en pleine mâchoire. Eh bien voilà, c'est ce type. Les pattes latérales en moins. Je m'approche rapidement de l'objet. D'une main, je vérifie dessous, puis jette un œil par derrière. Rien. Rien ne le maintient, et pourtant, il flotte sur le sable. Je découvre alors le reflet qu'il projette. Je m'aperçois en entier, sauf mon visage, qui reste étrangement flouté. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Je sais pas, couillon, je te vois pas. Je m'accroupis, histoire de me faire une idée de ce à quoi je ressemble, mais le floutage suit mes mouvements. Je m'éclipse, puis reviens en vitesse, à la vitesse de bip bip face au coyote. Peine perdue. Il ne semble pas vouloir me renvoyer mon identité visuelle. Tout à coup, mon reflet se couvre d'un drap d'hôpital. Mon corps reposant sur un lit est parfaitement immobile. Visage tout aussi camouflé. Je peaufine mon idée d'être coincé dans mon inconscient. Normal, car je suis dans le coma. Une fois cette vérité étalée sur la place publique, ce qui n'est pas important au vu du peu de population habitant cet endroit, le miroir retrouve mon image, toujours sans visage. Ou ce lieu est magique, ou c'est moi qui perds l'esprit. Et je penche pour la seconde solution. Ne tirant rien de la psyché, je me décide à explorer l'île pour en savoir plus. Un épais brouillard recouvre ce qui ressemble à une jungle à flanc de montagne. Je me concentre et demande à voir ce que cela cache. Le brouillard devient brume, puis se dissipe, laissant apparaître ce que mon esprit esquissait. La forêt monte trop haut pour voir ce qu'elle cache. Une chose est sûre, ça monte. La plage s'étire sur plusieurs dizaines de mètres, puis s'enfonce dans la chevelure végétale. Celle-ci part se perdre dans les sommets. Mon œil de lynx n'est pas suffisamment perçant pour en détailler plus. Il me faut avouer ne pas avoir envie de me taper la grimpette que je vois, face à la mer. Deux, en fait. Une sur la droite, dans une sorte de favori d'arbre se sauvant de la forêt, l'autre sur la gauche, dans une
Ben dans la forêt aussi. Entre les deux favoris, la plage devient terre, mais la vue m'est bloquée par une ligne de cocotiers. Je longe l'océan, me rendant sur le côté gauche de l'île. Je m'attends à pouvoir faire le tour de celle-ci, me promenant aux côtés de la montagne verdoyante, à la recherche d'un lieu habitable en attendant le retour de ma mémoire. Ma balade se bute à une falaise infranchissable. Me voilà bien. C'est que j'aimerais la contourner sans avoir à escalader ce pic. Bon, ok. Cette haute colline. Mon pouvoir de création imaginaire va encore faire des miracles. Une jolie route goudronnée, éclaboussée de vaguelettes, émerge du bas de la falaise, m'invitant, moi, pauvre air, à emprunter celle-ci, afin de contourner cette excroissance terreuse sortie de mes flots. La prose est belle, mais au vu de la taille indistincte de l'île, je me demande combien de temps cela va bien pouvoir me prendre. Par grand vent, je ne l'aurais pas emprunté, mais aujourd'hui, si. Je m'avance sur le chemin, semblant flotter à flanc de montagne. Tout d'abord, un pied, afin de m'assurer de la solidité de celui-ci. Puis, rassuré, le second rejoint son frère, ma main frôlant la falaise comme une rambarde improbable. Un voile noir obscurcit ma vue, rapidement remplacé par un soleil magnifique sur une plage de sable fin. J'observe, étonné, le décor sous mes yeux avant de comprendre. Je viens de me téléporter à la droite de l'île. Le capitaine Kirk aurait été impressionné de cette prouesse. Je retente un passage et me retrouve à mon point de départ, sur la gauche. Quel que soit cet endroit, il ne veut pas me montrer ses coulisses. Il ne me reste plus qu'à passer par le centre, coincé entre la forêt grimpante et la plage. Je me promène donc le long du favori d'arbres, mes pieds foulant toujours la plage. Après quelques instants, je quitte le sable pour une pelouse si douce qu'on la croirait de coton, rase sur un green et soyeuse comme une moquette de palace parisien. Une ribambelle de concrétions pierreuses tombe comme un rideau devant moi. Au travers, une cascade dilue son flot d'eau mousseuse dans un mignon petit lac. La vision féerique me remplit d'un sentiment de plénitude. Je ferme les yeux et respire à fond. Je me trouve en paix dans ce mystère qui m'entoure. Une main s'abat sur mon épaule et me force à me retourner. Je tombe nez à nez avec une gueule énorme, grande ouverte et hérissée de lames de rasoir sanguinolentes. Le monstre piaffe, semblant vouloir marmonner quelques phrases issues d'un dialecte inconnu. Ce faisant, il arrache des lambeaux de peau venant polluer le sol. Sortant de ma torpeur, je me décide à réagir. Ni une ni deux, je repousse le monstre et me mets à courir comme un dératé. Je fonce sans vraiment savoir où je vais, et c'est le chemin grimpant dans la forêt qui m'offre un moment de répit en favorisant ma fuite. Voilà, je m'arrête là pour cet extrait. Si vous voulez connaître le fond de l'âme de ce personnage, n'hésitez pas à vous procurer le roman de David Diez, La vérité déformée. J'espère que cet extrait vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.